Moi, je pense que j'ai su garder une âme d'enfant. On me dit souvent, et je le raccorde, que je suis imprévisible, que je peux être imprévisible, parfois surprenant. Et puis, ouais, je suis dans l'action, je suis dans le mouvement, j'aime faire des choses, rencontrer des personnes. Voilà. Ok. Et est-ce que tu as... Alors, j'aime pas demander en général qu'est-ce que tu fais dans la vie, parce qu'on s'en fout quelque part. Mais toi, est-ce que tu pourrais dire que tu as un métier de prédilection ou quelque chose que tu aimes faire particulièrement dans la vie? Eh ben, ça a évolué au fil des années. Néanmoins, aujourd'hui, ce qui me passionne, c'est d'être curieux de l'autre, de le découvrir et de l'accompagner. Et de l'accompagner dans sa demande. Donc moi, je fais du coaching en lien avec la performance. Et plus j'en fais, plus j'aime ça. Ce que j'adore, c'est que chaque situation est unique, puisque chaque personne est unique. Et donc chaque coaching est différent. Et de découvrir l'autre et de chercher avec lui, parce que j'ai pas de réponse toute faite, évidemment. Ça, c'est assez fabuleux. Et il y a des prises de conscience qui sont très très belles. Il y a des bonds en avant qui sont faits très très vite. Ça, c'est assez génial de pouvoir aider la personne, les différentes personnes que j'accompagne dans leur domaine de prédilection et de les accompagner vers la performance. Ouais. Okay. Alors, ta question préférée, est-ce que tu pourrais me donner 3 verbes pour te décrire? Allez, 3 verbes, mais tu as le droit de dire 3 mots. Ouais, voilà. j'entends. Ouais. 3 formules. La première des choses qui me vient, c'est l'action, et ça serait actionner. Ouais. Actionner, pour moi, la vie, elle est mouvement. Et si jamais, pour ma part, je ne suis pas dans le mouvement et dans l'action, alors je ne suis pas en phase avec la vie. Actionner intérieurement, actionner extérieurement. Voilà, donc ça serait le premier verbe. Je dirais le progrès, progresser. Là, pour moi, c'est incontournable si je veux continuer à pouvoir aider les personnes. Et puis le troisième verbe, ça serait partager. Partager. Pour moi, ça ne fait aucun sens de savoir et ne pas faire, de savoir et ne pas partager. Voilà. Et donc de partager, d'en apprendre des autres et que les autres puissent aussi en apprendre de moi. Si ça leur va, ça me va aussi. Ouais. Super, merci. Quelle est ta définition du bonheur à toi? Le bonheur, pour moi, je le relie à plein de plaisirs quotidiens, de petits plaisirs, mais des plaisirs qualitatifs. Et les plaisirs qualitatifs, pour moi, c'est m'occuper de moi-même, être capable de, en lien avec l'idée de progresser, de s'occuper de soi pour être bien et pouvoir rayonner sur mon entourage proche, voire moins proche. Je relie aussi la notion de plaisir à l'inconfort, parce qu'au final, j'ai beaucoup de plaisir après avoir fait des actions qui me mènent à certaines de mes limites et donc à certains inconforts. Me confronter, pour moi, c'est très important parce que la phase d'après, c'est le plaisir d'avoir fait, le plaisir de m'être découvert, peut-être parfois de m'être surpris. Et je trouve ça assez génial. Et voilà. Et le bonheur, pour moi, c'est l'ensemble de ces plaisirs quotidiens. Donc, c'est m'occuper de soi, partager avec les autres et m'occuper des autres, bien sûr. Voilà, je suis très, très heureux d'avoir fait une super séance, d'avoir partagé un super moment, d'avoir fait du job pour moi pour progresser. Voilà. Pour moi, le plaisir aussi, il est en lien, il y a un lien étroit avec la nature, de m'y retrouver, de m'y ressourcer, de l'observer. Et si je dois rajouter un dernier mot, ça serait en lien avec les animaux.
Je trouve que, contrairement à l'être humain qui parfois est beaucoup dans la réflexion et dans l'interprétation et dans le jugement, c'est jamais le cas chez un animal. Et j'adore cette idée de, voilà, de ressentir, de vivre sans jugement, sans interprétation et d'accepter les autres tels qu'ils sont. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Ouais. J'ai pas toujours été comme ça et parfois ça me rattrape encore. Mais je suis vigilant en moi-même. T'arrives à voir s'il y a une part de jugement d'une situation ou d'un être humain? Ouais, bien sûr. Ouais. Et alors ta définition du travail, pour toi travailler, qu'est-ce que c'est pour toi? Ouais. Bah, pour moi, c'est s'accomplir. Je pense que je suis arrivé sur cette terre en mission et je vois la vie vraiment comme une mission. Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit que on doit découvrir ce pourquoi on est fait sur cette terre. Et le travail en fait partie. Pour moi, le mot travail, c'est un peu péjoratif, mais s'accomplir, être soi-même, pouvoir, grâce à mes actions quotidiennes, aider, transmettre et rayonner, c'est la définition que je m'en ferai, ouais. J'adore. Et alors du coup, peut-être qu'elle est liée, mais si elle l'est pas, ta définition de la réussite? Bah, en lien avec mon métier, c'est rendre les personnes plus performantes. Okay. Et la performance, c'est pas en lien avec forcément battre l'autre, ça l'est parfois, et notamment dans le domaine du sport. Mais on se rend bien compte, je me rends bien compte que l'idée de la performance, c'est avant tout en lien avec soi-même. Si j'arrive à dompter mes démons intérieurs, par exemple, si j'arrive à m'occuper de moi-même sans me préoccuper de ce qui se passe en lien avec le résultat, alors je suis plus performant. Donc c'est toujours, finalement, je le dis un peu largement, mais avoir une maîtrise de soi-même la plus grande possible, au travers de mots comme être capable de gérer ses émotions, être capable de se détacher de situations très préoccupantes pour soi, trouver un calme intérieur. Des éléments comme ça, pour moi, sont vraiment en lien avec la performance et la réussite, donc. Okay. Et tu disais la réussite à l'échelle professionnelle, mais si tu dis, est-ce qu'il y a une différence quand tu parles de réussite à l'échelle d'une vie, dans sa globalité? Je l'ai peut-être dit tout à l'heure, c'est pour moi être épanoui sur cette terre et donc faire ce pourquoi on est là. Ça pour moi c'est une vraie réussite. Et puis parce qu'en fait, lorsque je suis bien avec moi-même, lorsque je suis cohérent, que ma vie ait du sens, alors mon rayonnement, alors je suis bien et mon rayonnement, je pense qu'il est visible. Et puis surtout, il y a l'idée de permettre aux autres d'en bénéficier, d'avoir un effet un peu contagieux de cette posture ou de ce rayonnement. Ouais. C'est vrai, tellement vrai. Ça me parle. Et alors pour toi, quel est le sens de la vie? J'adore cette question, mais pareil, tu y as peut-être répondu aussi indirectement, mais pour toi, pareil. Il n'y a pas deux bonnes réponses, mais quel est pour toi le sens que tu souhaites donner à cette vie peut-être? Moi, je ne crois pas en une vie après la mort. Et par conséquent, chaque journée doit apporter son lot d'épanouissement, doit apporter son lot d'intérêt. Et c'est pas forcément, je le disais tout à l'heure, se confronter aussi et être devant ses propres limites ou être parfois dans l'inconfort, ça en fait partie. Mais le sens de la vie, si j'ai envie de le résumer, c'est être moi-même. Mais c'est pas si simple parce que être soi-même hier, c'est pas être soi-même aujourd'hui.
et puisqu'en fait, rien n'est figé. Et alors, il y a cette dualité entre j'étais bien hier et j'aimerais l'être aujourd'hui. Néanmoins, je ne suis pas tout à fait le même, mon humeur a changé. Et donc, si je rebondis sur cette question du sens de la vie, ça serait coller finalement à qui je suis jour après jour pour permettre d'être le plus en phase possible. C'est assez philosophique, hein, tout ça. Mais... Ah ouais, alors là, c'est parfait, j'aime beaucoup. Je te remercie. Bah, on continue du coup sur ces questions philosophiques. Qu'est-ce qui te fait te sentir vivant? Le risque. J'ai passé une partie de mon enfance où j'ai pris beaucoup de risques. Tu vois, quand je t'en parle, ça me met encore dans l'émotion. Et je m'en suis sorti, vivant. Et ça, c'était parce qu'en fait, j'ai une perte de sens très forte, où je ne trouvais pas finalement ce que je faisais là et pourquoi je le faisais, et ce qui m'était proposé à l'époque, ce que la société me proposait. Mais c'est un peu facile de dire ça. Je me suis beaucoup cherché et au final, je ne me suis pas trouvé. Et donc, il y a une chose qui faisait sens pour moi, c'était de prendre des risques. Et mon entourage a favorisé ça aussi, dans le sens où Seb, putain, c'est un mec qui prend des risques, et finalement, il n'y avait plus de limite à ça. Là, aujourd'hui, c'est toujours des prises de risques, mais conscientes. J'ai envie de dire qu'avant, c'était vraiment inconscient et un peu suicidaire, en lien avec ras-le-bol de plein de choses. Là, aujourd'hui, c'est prendre des risques, me confronter, être en difficulté, mais c'est aussi une forme de recherche pour progresser et finalement avoir une maîtrise de moi-même et une meilleure connaissance de moi-même, plus précise, plus profonde. Parce que c'est à ce titre-là, pour moi, qu'on peut avoir cette cohérence et qu'on peut faire des choix qui sont justes. Tant que je ne suis pas conscient de ce que je fais et tant que je ne me connais pas avec beaucoup de précision, alors je fais des choix, mais qui peuvent me coûter ou qui peuvent m'amener dans des chemins, dans des impasses, dans des chemins sans issue. Voilà. Et ta définition, toi, du risque, parce que pour toi, tu l'as côtoyé longtemps, tu vois, mais quelqu'un qui n'a pas ce goût-là, toi, c'est quelque chose qui t'apprend beaucoup, donc, parce que tu explores l'intérieur et l'extérieur, mais comment tu conseillerais quelqu'un, justement, c'est quoi ta définition du risque? Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un en lui disant, mais tiens, je voudrais que tu ailles explorer telle zone, alors pas trop risqué, apparemment pas risque de vie ou de mort, toi t'allais jouer avec ça, mais comment, ce serait quoi ta définition du risque que les gens pourraient expérimenter pour se connaître davantage et se sentir plus vivant du coup? Pour moi, ça n'engage que moi, mais tant que tu ne vas pas vers l'inconnu, c'est compliqué. Quand tout est maîtrisé, contrôlé parce que tu sais, d'abord je trouve ça très très dangereux. Mais en plus, dans la connaissance de soi et dans le fait de reproduire finalement assez machinalement et avec beaucoup d'automatisme les situations quotidiennes, je trouve ça très pauvre et ça n'engage pas la connaissance de soi. Donc, d'aller vers l'inconnu, pour moi, l'inconnu, c'est évidemment, tu le disais, mais je ne sais pas de prendre des risques, mais j'aime beaucoup cette question, c'est quand est-ce que tu as fait pour la dernière fois une chose pour la première fois, hein? C'est quand la dernière fois que tu as fait une chose pour la première fois? Bon, là, il y en a beaucoup qui sont surpris. Voilà, je vois bien, j'ai des personnes autour de moi qui sont beaucoup dans le contrôle et dans l'idée de, finalement, de ne pas faire énormément confiance en la vie et donc en soi. Et leur zone de confort est très, très, très restreinte. Et cet inconnu fait très peur, mais au final, ils sont en difficulté très très vite, parce que dès que tu fais un pas de travers,
alors, on parlait tout à l'heure des émotions ou du calme intérieur, ça vole en éclats. Et quand ça vole en éclats, c'est compliqué. Donc pour moi, le risque, c'est une partie intégrante. Et il y a le risque d'aller vers l'inconnu, il y a le risque de faire quelque chose pour la première fois, il y a le risque d'engager sa personne physiquement ou mentalement dans une épreuve. Et de se dire, allez, je vais la vivre. Je m'en sens peut-être pas capable, mais je vais voir, je vais me découvrir. Donc ça, pour moi, c'est un pilier essentiel de la connaissance de soi, mais du grandissement de chaque personne. Mais ça coûte. Évidemment, ça coûte. Quand je parlais tout à l'heure des plaisirs, tu me parlais de la définition du bonheur et je parlais des plaisirs. Pour moi, c'est aller dans cet inconfort-là pour en ressentir les bienfaits et les plaisirs et l'accession au bonheur. Quelles sont tes zones d'enthousiasme? Alors c'est peut-être lié, s'il y a une redite et que tu dis tiens, déjà répondu d'une autre manière, tu me le dis, mais si ça te fait découvrir une autre partie en toi. Les zones d'enthousiasme, me sentir performer, ça c'est un enthousiasme. Sentir mes enfants épanouis et heureux de faire ce qu'ils font. Avoir du temps pour moi. Ça m'enthousiasme beaucoup parce que j'ai couru beaucoup après ça. Mais il y avait plein de choses que je n'avais pas compris. En lien avec les émotions, puisque je pensais que si je faisais pas telle action, alors j'allais louper quelque chose. Et que si je faisais pas telle action et que... voilà. Parce que moi, mon enthousiasme, il est très grand. Et au final, je me passionne pour beaucoup de choses. Sauf que j'ai compris un jour, grâce à une rencontre notamment, que tout ça était en lien avec l'émotion. Et que finalement, à la question « est-ce que c'était vrai que ça te plairait vraiment beaucoup de faire ça? Est-ce que tu n'allais pas t'en lasser très rapidement ?» Et voilà. Et donc petit à petit, j'ai éliminé des éléments pour avoir plus de temps et prioriser mes actions. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu du temps pour moi. Et ça a été une grande bouffée d'oxygène et de l'enthousiasme, pour revenir sur ta question. Voilà, donc me sentir performant, d'avoir du temps, progresser, me sentir progresser, c'est très important. J'ai de l'enthousiasme quand je suis avec des proches et que je me sens vivre des moments privilégiés, c'est-à-dire des discussions profondes, ou moins profondes, mais lorsqu'on refait le monde. Je me sens enthousiaste aussi lorsque je suis seul en montagne et un peu loin de la civilisation, parce que j'en ressens le besoin à ce moment-là et que voilà, je suis aussi très enthousiasmé d'être dans un espèce de vide mental, c'est-à-dire d'éliminer la réflexion pour faire place aux sensations. Quand il y a moins de réflexion et que je suis dans l'action et en lien avec mes sensations, il n'y a plus de gamberge, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de... Voilà. Moi, j'ai un mot pour ça, ça s'appelle l'état de concentration. Je suis très enthousiaste d'être concentré. Okay. Et sur le temps pour toi, quand tu disais... qu'est-ce que tu appelles, toi, du temps pour toi? Tu veux dire, à quoi tu distingues? Tiens, c'est du temps pour moi, et non, c'est un temps dans lequel je fais d'autres choses. C'est quoi la... Moi, je m'astreins à une discipline quotidienne. Et sur cette discipline quotidienne, il y a des temps qui sont exclusivement réservés à moi. C'est un temps où j'explique à mon entourage que je ne suis pas là. Je suis là physiquement, mais je ne suis pas là et je ne peux rien faire pour eux, qui trouvent des solutions seuls. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais si c'est pas indiscret pendant ces temps-là? Est-ce qu'il y a des rituels qui reviennent ou ça dépend du jour et de... Je fais gaffe au mot rituel parce que j'ai fait parfois un raccourci avec finalement si je fais plus mes rituels quotidiens, alors je manque à mon devoir. Sauf que aujourd'hui, des rituels peuvent voler en éclats. Néanmoins, je peux être heureux et épanoui dans cette journée parce que j'ai été à l'écoute de moi-même. Donc c'est toujours la limite de dire quotidiennement, il faut que je fasse des choses. J'aimerais faire des choses, pardon.
Mais attention aux rituels qui font que ça se transforme en habitude et que finalement je perde le bénéfice d'être connecté à moi et de dire mais est-ce que tu as vraiment besoin de ça aujourd'hui ou bon. C'était une aparté. Ah non, c'est super, c'est important ça. Je fais de la respiration et j'ai découvert la respiration et tous ses bienfaits en lien avec par exemple la gestion du stress ou la gestion des émotions, mais aussi en lien avec accumuler de l'énergie, améliorer mon endurance physique et mentale, gérer une inflammation, en lien avec la maîtrise de son mental, de mon mental, pardon, c'est-à-dire réduire les pensées, ne pas interpréter, être dans l'instant. Voilà, donc la respiration, j'ai une discipline quotidienne en lien avec de l'exercice physique. Je cours plus après des objectifs aujourd'hui, mais ça pourrait revenir très vite. Et en fait, je m'entretiens. Je m'entretiens au cas où. Je suis en alerte et si demain j'ai une opportunité pour aller faire un truc de dingue, alors je sais que je vais pas partir de zéro et que voilà, il me faudra quelques semaines pour préparer précisément et voilà, donc je m'entretiens quotidiennement. Voilà, j'ai des exercices méditation, j'ai du mal. Et en fait, pour moi, la méditation, elle s'est transformée en respiration. Voilà, donc corps, esprit, et puis je travaille en tant que coach. Je me laisse inspirer par des grands coachs, des personnes qui ont réussi, qui sont du sport ou d'autres personnes. J'ai été beaucoup inspiré par Mandela, Gandhi à une époque, et puis moins maintenant. Krishnamurti, j'ai beaucoup aimé. Et maintenant, je suis plutôt en lien avec la performance et en lien avec des grands coachs qui sont devenus managers et qui parlent de pédagogie, mais aussi de l'aspect humain, qui sont eux, c'est indispensable de la performance. Donc voilà. Donc je prends du temps aussi pour travailler des bouquins. Et je me forme tous les ans en formation continue, en présentiel, sur des thèmes philosophiques et pour pouvoir grandir là aussi. Ouais. Parce qu'en fait, pour moi, la réussite, elle tient de la personne, mais du coach qui accompagne cette personne. Pour moi, c'est un binôme qui réussit ou qui échoue. Je suis contre l'idée que de dire, par exemple, que tel sportif aurait réussi, quelle que soit la personne qui l'accompagnait. J'y crois pas une seconde. Voilà. Mais si on veut voir évoluer cette personne et que nous, on reste là, alors il y a un moment donné, le sportif ou la personne te challenge. Et si toi, tu n'as pas vécu les choses, si tu ne les as pas explorées, si tu es un peu sec sur les problématiques rencontrées, ou en tant que sportif, ou en tant que démarche philosophique, alors il y a des difficultés à échanger. Donc c'est un devoir de progresser. Voilà. Qu'est-ce qui te guide dans la vie, en général ? Tu m'y as répondu, je pense. Mais est-ce que tu vois quelque chose que tu m'aurais pas dit avec cette question ou on a fait le tour ? Ouais, il y a un mot qui me vient quand même. C'est les rencontres. D'ailleurs, il y a Charles Pépin qui vient d'écrire un bouquin là sur la rencontre. Que je vais lire. J'en doute pas. Les rencontres, elles ont eu le pouvoir sur moi de me faire des bonds en avant incroyables ou de me mettre des gifles importantes. Et là, j'ai 3-4 personnes qui m'ont mis des gifles et qui m'ont secoué. Voilà. Récemment, dans ta vie, là ? Dans ma vie, ouais, jusqu'à aujourd'hui, qui m'ont fait faire des virages à 180 degrés, qui m'ont boosté ou qui m'ont remis en question. Donc ça, c'est un vrai mot pour moi et ça a une importance, il me semble,
Ouais. Et il paraît qu'on est le concentré des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc, attention aux rencontres et aux fréquentations. J'avais horreur que ma mère me raconte ça à mon adolescence. Les fréquentations sont... Mais j'y crois, ouais. Nos enfants aussi sont des rencontres alors. Nos enfants? Ouais. Ah bah oui. Plus que tout. Ouais. Pareil, alors ça, j'ai pas eu... Enfin, je crois que je vais pas te la poser celle-là parce que tu vas te dire ta journée idéale et tu m'as répondu, je pense, en disant tiens, ça dépend de l'instant, d'être à l'écoute de... Ouais, mais en même temps, j'ai envie de te répondre que la journée idéale, pour moi, elle n'existe pas. Ouais. Elle se vit et elle est à l'écoute de chaque moment. Voilà. Pour moi, il n'y a pas pire en fait que de contrôler et que de se dire moi ma semaine qui arrive, elle va être comme ça. Pour moi, il y a 2 philosophies. Il y a je veux contrôler la vie, je lui fais peu confiance et je veux être rassuré par toutes les actions que je veux faire. Et au final, pour moi, ce contrôle de la vie amène très souvent, en tout cas dans mon cas, du jugement, des émotions négatives ou de la frustration. Et à l'inverse, il y a une philosophie de la page blanche où tu te lèves le matin, où je me lève le matin et évidemment que j'ai des rendez-vous, mais je me laisse le plus de liberté possible parce que j'ai envie d'être proche d'une opportunité, j'ai envie d'être moi-même et pouvoir décider du dernier moment quelle serait mon action. Voilà. Et en fait, quand je vais m'entraîner, quand je pars, je ne sais ni combien d'heures, ni ce que je vais faire. C'est vraiment à l'opposé de je vais prendre un coach qui va, grâce à une physiologie avec des chiffres que je vais lui apporter, va me faire un plan d'entraînement et qui va me dire lundi tu vas faire ça, mardi tu vas. Pour moi c'est un non-sens, mais à un point tel que ça en est déroutant. De comment réduire une personne à une vitesse maximale aérobie ou sans tenir compte de qui il est à ce moment-là. Donc la journée idéale, c'est la journée avec laquelle tu es connecté à toi-même et voilà. Merci. Ah oui, là on part sur le monde. Ton monde idéal. Parce que alors c'est pareil, peut-être, je vais pas te la poser comme ça à toi. Plutôt celle d'après de quoi. Comment on peut participer justement à la construction d'un monde meilleur? Pour toi, quelle serait la définition d'un monde, allez, je te mets meilleur. Ouais. Un monde meilleur. Malheureusement, j'ai perdu la foi en nos dirigeants. Je dis malheureusement parce que j'y ai cru longtemps et j'ai eu un père qui a eu beaucoup de responsabilités et qui a été foncièrement honnête et qui a été au service de l'autre, au détriment de sa famille. Enfin, au détriment de sa famille. En tout cas, qui faisait passer sa famille après. Et il y a un moment de ma vie où j'ai voulu suivre cette voie et j'ai compris que de jour après jour, j'ai compris qu'en fait, plus rien ne serait comme avant, quand mon père officiait à ces responsabilités-là. Pour moi, le monde meilleur, il partira forcément de l'individu. Et c'est génial de vouloir s'occuper des autres, sauf qu'on oublie la première partie de la phrase, c'est « je m'occupe de moi pour être qualitativement prêt à m'occuper des autres ». Mais tant que je ne fais pas le job avec moi-même, qu'est-ce que je peux donner quand moi-même je ne suis pas capable d'être calme, quand moi-même je ne suis pas capable et que je suis touché? Et certains de mes coachings, je leur dis, les gens sont tellement touchés par plein de choses, je dis, bah écoute, c'est génial, tu vas avoir un petit papier dans ta poche et tu vas me dire, à chaque fois que tu vas être touché par quelque chose, tu vas faire une barre et tu vas remplir. Et en fait, ils m'envoient un message à la mi-journée et ils me disent, mais je suis tout le temps touché.
Et au final, je dis ça parce que d'être autant touché, c'est à l'opposé d'être calme. Parce qu'en fait, on peut s'occuper de l'autre lorsqu'on est calme et lorsqu'on est capable de l'écouter, de l'observer sans jugement. On est capable d'être concentré. Et tant qu'on est touché, on ne peut pas faire tout ça. Et donc pour moi, le monde meilleur, c'est qu'à un moment donné, chaque personne puisse prendre du temps pour soi. Et à chaque personne de voir ce dont il a le plus besoin. Il n'y a pas de recette. Encore une fois, il y a juste certains, ils vont passer du temps dans le jardin et ça va les apaiser, ils vont être bien. Ben, quand on est bien, on a une posture et une énergie qui permet aux autres de se sentir bien aussi. Et alors, on rayonne, et alors, etc., etc. Et je pense qu'à ce titre-là, on peut espérer avoir un monde meilleur. Et j'aimerais en parallèle pouvoir sensibiliser les personnes, ou que chaque personne puisse se sensibiliser à la nature. Toutes les 19 secondes, il y a quand même une espèce qui disparaît sur Terre. Donc, ça paraît incroyable. Et si chacun d'entre nous pouvait participer à sa mesure à réduire son impact écologique, ça serait génial. Je trouve que, et encore une fois, il n'y a aucune leçon à donner puisque on participe tous à mettre une empreinte, mais l'empreinte, elle peut être plus ou moins profonde et voilà. Et je pense qu'il y a 1000 détails dans une journée qu'on pourrait mettre en œuvre pour moins impacter et en parallèle se sentir mieux. Parce qu'on n'a jamais encore connu d'être humain qui détruisait la nature et qui se sentait bien pour autant. Donc voilà. Donc prendre du temps pour soi, pour rayonner sur les autres, bien prendre conscience qu'on est tous interconnectés et vraiment peut-être que le lien le plus profond c'est quand même la terre sur laquelle on vit et du coup en prendre soin. Comment toi tu as su ce que tu voulais faire actuellement? Alors, je pense que ça évolue comme tu me l'as dit, mais comment tu t'es rapproché au fur et à mesure de ce que tu fais aujourd'hui et du coup de ta mission de vie comme tu disais au début? Ouais. Ça a été très très loin d'être simple, ça c'est sûr. Moi, jusqu'à l'âge de 14 ou 15 ans, je ne me suis pas posé une question. C'est-à-dire, je dis encore 14-15 ans, peut-être beaucoup plus. Hein, Parce qu'en fait, à l'école, on ne se pose pas beaucoup de questions, hein, on acquiert du savoir, on mémorise, je ne sais quoi, ça avait très peu de sens pour moi. Les seules questions que je me suis posées, c'est mais moi ça m'intéresse pas du tout ça, c'est vraiment voilà. Donc j'ai été très 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 longtemps perdu et j'ai fait beaucoup d'allers-retours et j'ai fait plein de choix par défaut parce que il fallait bien que je fasse quelque chose de ma vie. Je revois encore ma mère qui me disait mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et du coup j'en savais rien. Je savais que j'aimais être dehors, je savais que j'aimais partager, je savais, j'ai su petit à petit que j'avais un optimisme de la vie et un enthousiasme très très grand. Je savais que j'aimais le risque. Je savais que les personnes qui étaient en ma présence souvent vivaient des moments forts, intenses, peu communs. Et par conséquent, je pense que toutes ces qui ont été un peu naturelles finalement, hein, je me suis forcé à rien. Tous ces ingrédients ont participé au fait de petit à petit, à l'image d'un entonnoir, dégrossir tout ce que j'aimais pas, parce qu'en fait, quand j'aime pas, c'est pas très compliqué. Hein, je fais pas ou je fais mal. Donc petit à petit, notamment au travers du coaching, au travers de la notion de performance qui m'habite quand même beaucoup,
en tant que sportif, mais ensuite en tant qu'entraîneur, je me suis dit, bah là, il y a quelque chose à faire. Et les gens ont adhéré, beaucoup. Et là, je me suis dit, bah voilà, ma voix, elle commence à voir le jour. Néanmoins, comme j'ai été formé de façon très traditionnelle et pas ouvert à toutes ces notions philosophiques, de maîtrise de soi, j'ai pris le mur, mais avec une grande vitesse. Et mon enthousiasme, mon optimisme, mon engagement ont été le mauvais côté de la pièce, ont été un frein énorme à ce que les personnes puissent, à un moment donné, performer. Parce que je savais et ils devaient exécuter. Parce que l'engagement devait être permanent. Et au final, je me souciais très très peu de la personne d'en face. Et j'ai pris le mur parce qu'évidemment, c'était jamais suffisant. Évidemment, je voulais au final, quand on y réfléchit, c'est quand même assez incroyable que les personnes me ressemblent, puisque je leur transmettais mes convictions, mes valeurs, mes forces, mes compétences. Et au final, je voulais en faire des clones de Sébastien, ce qui était quand même assez incroyable. Et donc, il a fallu, au travers d'une rencontre, renverser le processus et se dire, mais est-ce que l'autre, il a quelque chose à dire? Est-ce que c'est important que lui dise des choses? Ce qu'il ressente? Ce qu'il a envie de faire? Bah oui, mais c'est quand même moi qui sais. Ah bon, donc lui, il sait rien. Qui c'est qui prend les décisions? Qui c'est qui s'engage? Qui c'est qui veut faire carrière? Qui c'est qui veut progresser? Et là, ça m'a ouvert un autre monde et voilà, pour dire que l'aspect participatif, pour moi, la co-construction, c'est essentiel. Je veux bien que tu me répètes la question. C'était justement, comment t'as su ce que tu voulais faire? Ah oui. Ouais. Il y a eu un moment, tu disais, une rencontre un peu, je dis avec mes mots, mais est-ce que c'est juste à l'intérieur et ça a fait écho à l'extérieur? Est-ce que ce serait, est-ce qu'il y a eu tu vois, quand tu t'es trouvé toi justement un peu plus proche de ta mission de vie, et plus tu t'es trouvé toi, plus tu t'es aligné, et plus à l'extérieur, comme tu disais à un moment, tiens, quand je me suis trouvé, je suis devenue coach, etc. Ça a fait écho, les gens sont venus te demander un accompagnement. Oui. Tu vois, il y a eu une réponse. Il y a eu un... Oui, c'est vrai ce que tu dis, mais c'est très récent. Ouais, ok. C'est là, dans les 4 ans, j'ai 47 ans là bientôt, et ça fait 4 ans qu'au final, c'est pas tout à fait vrai parce que j'ai des échos d'enfants que j'ai entraînés avant que je sois dans ce côté participatif, qui gardent des souvenirs incroyables. Mais pour moi, la réussite, elle tenait de « on va aller en haut de la pyramide ». Et j'y suis jamais allé. Et à un moment donné, quand j'ai pris le mur, j'ai carrément arrêté. Je me suis dit, tiens, je suis pas fait pour ça en fait. C'était pas vrai. C'était un autre angle. Et depuis que j'ai fait une rencontre qui a changé ce processus, cette pédagogie, cette ouverture, cet autre angle de vue, alors je suis beaucoup plus en phase avec mes coachings. J'ai beaucoup plus d'intérêt et de curiosité et d'envie. Et au final, là, ça colle vraiment. Les personnes viennent me voir parce que moi, je suis mieux aligné avec moi-même et plus cohérent et plus juste. Et puis surtout, c'est eux qui m'intéressent et je suis plus centré sur moi, mes convictions, mes valeurs, ou qui je suis ou ce que je défends, mais sur celles des personnes que j'aide à préciser, à définir, à se découvrir. Et là, oui, il y a une vraie osmose et plus ça avance et plus je trouve du sens et de l'intérêt à ça. Et j'ai envie de te dire que là, aujourd'hui, mais depuis 4-5 ans, c'est là où je ressens vraiment ma mission. Demain, je ne sais pas. Peut-être que finalement, c'est le prémisse de quelque chose. Mais pour l'instant, ça me va comme ça. Alors qu'avant, j'étais trop dans le conflit avec moi-même. Voilà. Et tu peux mettre des mots sur ta mission aujourd'hui, sur cette mission? Ouais, la mission, c'est faire rayonner chaque personne qui va venir à moi. La faire grandir en l'accompagnant. Voilà. L'aider en fait dans son processus. Et ce qui est génial, c'est que moi, j'ai fait le chemin. J'ai pris le mur. Et ça, c'est important.
dans l'aspect mental, quand les personnes me parlent, c'est important et c'est dangereux. J'ai vécu les choses et je suis capable de faire preuve de compassion parce que je vois bien le conflit qui les habite et les limites que ça impose que ça pose pour la performance. Et moi j'ai fait le chemin, donc ça c'est génial. La dangerosité de ça, c'est de se dire, puisque moi je sais et que j'ai fait le chemin, alors je vais faire un peu des raccourcis et je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses. Et là, je suis très vigilant à moi-même parce que c'est ce qui m'a habité pendant 30 ans. De se dire, allez, on y va, vous allez voir, vous inquiétez pas, je sais. Voilà. Donc, comment tu as développé tes talents actuels? Je dis talent, mais oui, comment tu as développé tes talents actuels? Ouais, je me bats contre une idée reçue et un mot qui s'appelle le talent. C'est bien, carrément. Non, parce qu'en fait, il y a un raccourci qui est fait avec la notion de don. Et sachons tous que un bébé qui naît a un cerveau immature. Ça veut dire qu'aucune connexion n'a été faite encore. Et que si on prend le cerveau de Mandela ou de Gandhi ou de Federer, il est très semblable au tien à la naissance. Et en fait, c'est toutes les expériences qu'on va vivre, l'éducation, évidemment, alors là, toute influence. On va trouver par soi-même, ou on va nous donner les réponses, on va explorer ou on va moins explorer, on va prendre des risques ou pas. Que là, les connexions vont se faire et qu'on va devenir ce qu'on va devenir. Donc, moi, je développe mes talents par la confrontation à moi-même. Et là, la dernière que j'ai trouvée, parce que je suis en train de régir, entre guillemets, mais je me suis, en tant que coach, appuyé beaucoup sur une pédagogie créée par une personne. Et aujourd'hui, l'idée, c'est que je m'en défasse pour créer la mienne. Et pour moi, c'était important qu'il y ait un moment dans la semaine de grosse confrontation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je sois proche de l'impossibilité de faire cette action. Par exemple, de s'immerger dans de l'eau très très froide pendant tant de temps. Donc il y a une préparation. Ou de faire une séance de sport qui est bien au-delà de ce que je fais habituellement. Et ça, pour moi, c'est développer une faculté d'aller, de se bousculer soi-même et d'arriver à des moments d'émotion forts, mais que je vais devoir maîtriser. Des moments où mon calme intérieur va dégager, va faire place à de la peur ou du découragement. Et néanmoins, je vais être face à moi-même. Et là, sincèrement, je vais me regarder dans le miroir. Je vais me dire, alors Seb, tu fais quoi là? Parce qu'on ne peut pas demander aux personnes qu'on accompagne de fournir des efforts, de prendre des risques, de s'engager, sans que on ne fasse pas le chemin. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile. Mais alors justement, je reviens à... Enfin, ça rejoint un petit peu la question du départ, mais sur le... Tu dis, tiens, que c'est à travers le sport, toi aussi, que tu vas aller rencontrer ces limites-là. Oui. Est-ce que c'est un des outils les plus efficaces? Enfin, tu vois, tu m'as dit l'eau froide, mais du coup, c'est pareil, c'est le corps. Est-ce que c'est nécessaire d'aller physiquement toucher nos limites? Ou est-ce que c'est un moyen parmi d'autres? Et s'il y en a d'autres, lesquels? Pour moi, ouais. Physiquement, parce que j'ai quand même, je me suis quand même beaucoup exprimé avec mon corps, ouais. Plus qu'avec ma bouche. Pour moi, c'est important. Le domaine de prédilection dans lequel moi je coach, c'est le sport, ouais. C'est l'activité physique. Et c'est souvent des épreuves d'une grande difficulté. Et pour quelqu'un qui ne fait pas de sport, est-ce que tu trouves que ce serait justement important de... Ouais, mais moi, je me confronte... Là, ma plus grosse difficulté d'aujourd'hui, c'est de voir une immense file de bagnoles et de me dire, Seb, tu vas rester là. Tu vas pas faire demi-tour. Tu vas rester, tu vas suivre la file de bagnoles. Et là... Donc, si tu veux,
là pour moi, le job, là, il y a un énorme job. Là, tout de suite, il y a un niveau d'émotion qui monte et d'impatience. C'est terrible. Excellent, c'est un autre exemple. Voilà, donc c'est Ouais. Ok. qu'est-ce qui me confronte Ouais. et qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, bah, quand tu te mets dans de l'eau à 5 degrés et que tu dis là, je suis parti pour 10 minutes, d'abord, tu ne vas pas comme ça. Et ce qui est génial, c'est que tant que tu gamberges, tu dis est-ce que je vais tenir, tu ne vas pas. Et tu n'y arrives pas. Si tu n'es pas passé dans un mode, tu vois, la méthode Coué, on peut en dire tout ce qu'on veut, hein, mais je vais y arriver, je sais que j'en suis capable. Ben pour moi, c'est de faire grandir se faire confiance, des notions de se faire confiance, des notions d'estime de soi et des notions de concentration au travers de la respiration quand tu es dans de l'eau froide. Parce qu'en fait, c'est faisable. Mais voilà, donc je développe mes talents, c'est un peu maso, hein, mais au travers d'une confrontation parfois excessive qu'on me reproche aussi. Surprendre, d'accord. Voilà, j'ai beaucoup aimé embarquer des personnes là-dedans et de les mettre dans des difficultés terribles et avec tout ce que ça engendre derrière d'insultes ou de... De perte d'amitié. Excellent. Ouais. Donc, il n'y a pas de bonne réponse, il y a juste qu'est-ce qui nous confronte, nous. Et on le sait bien, là où on a des difficultés, et on le sait assez vite, en général. Quels sont tes conseils pour ceux qui veulent avoir un impact plus grand, positif sur le monde? Qui veulent faire quelque chose d'utile? L'interconnexion, hein, on est tous interconnectés. Et je me rends bien compte à quel point chaque action individuelle a des répercussions sur les autres. Et ça, j'en avais pas une immense conscience il y a encore peu de temps, ou en tout cas, je m'étais pas questionné là-dessus. Et je vois bien que finalement, on n'est pas seul dans son cocon, dans son monde. Et donc, j'aimerais bien, pour répondre à ta question, que lorsque on engage une action, qu'on prenne quelques secondes pour se mettre à la place de ceux qui vont avoir des répercussions directes ou peut-être indirectes, et se dire, est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que finalement, l'action que je vais entreprendre, elle va être neutre, elle va impacter positivement, ou au contraire, elle va venir impacter négativement les personnes, ou la planète, voilà. Donc ça serait pour moi la prise de conscience de l'autre. Tu vois, se mettre à la place de l'autre et se dire ok. Voilà. J'ai plein d'exemples comme ça. C'est assez génial. De se mettre à la place de la personne qu'on veut aider, qu'on veut impacter positivement, ou même qu'on connaît pas. Ouais. Ou même qu'on connaît pas. C'est participer à un monde meilleur. C'est moi quand j'ai le camionneur qui vient me barrer mon entrée, ça veut dire que ce mec-là, il se met pas à ma place. Il n'y a pas un moment donné où il s'est dit, il a privilégié son action individuelle, je suis seul au monde, mais t'inquiète pas, je vais faire vite. Ok, mais vous êtes 50 les gars. Mais voilà, et il s'est pas mis à un moment donné à ma place en se disant, c'est un exemple tout bête, hein, mais au final, quand on fait la somme des exemples au quotidien, on se rend compte à quel point, et c'est un sourire hein, partagé, et je m'amuse beaucoup à sourire et à dire bonjour à des inconnus, et c'est marrant de voir à quel point où les gens sont contents d'avoir ça et te le rendent, ou au contraire dire je la connais pas, comment ça se fait qu'elle me dit bonjour, ou des personnes neutres, ou des interprétations qui arrivent, etc., ou du jugement. Et néanmoins, dans la majeure partie des cas, je remarque que j'influence positivement avec un sourire et un bonjour, évidemment. Et au final, tiens, je l'ai impacté. Je l'ai impacté positivement. C'était ça la question?
Ouais, si, c'est ça. C'est comment, exactement, tes conseils pour ceux qui veulent avoir un impact ouais. Tenir compte, se mettre à la place des autres et se mettre à la place des autres et toujours se dire, bah, ok, mon action là, est-ce qu'elle est neutre, négative ou positive? Certes, il y a moi, mais il y a aussi ceux qui m'entourent. Merci. Quels sont tes secrets de résilience dans les moments difficiles? Je ne sais pas si j'ai des secrets de résilience. En tout cas, j'ai du mal à... C'est marrant, hein, c'est un peu... Les gens me disent que je suis capable de rebondir très très vite et de passer à autre chose, etc. Mais moi, j'ai pas ce sentiment aussi net et précis et avec la rapidité qu'ils veulent bien me faire croire. Enfin, donc est-ce que j'ai des secrets? Ce qui est sûr, c'est que je me suis égaré et qu'il y a un moment donné où ça a dérapé. Et aujourd'hui, je m'amuse à me dire, mais à quel moment ça a commencé à déraper? À quel moment j'ai été touché? Parce qu'en fait, pour moi, l'action finale, c'est le résultat de ce que tu as fait avant. Si on parle de sport, c'est par exemple de la technique ou de... Voilà. Mais ça, c'est la résultante de l'état dans lequel tu étais. Et moi, j'interviens sur l'état des personnes. Le résultat, la conséquence, ok, mais... Et du coup, c'est marrant de voir, dire, où est-ce que ça a merdé à un moment donné? Est-ce que c'est... Bah là, ok, bah là déjà, la technique, ça allait plus. Ou les paroles que j'ai produites, ou la posture n'a pas été adéquate. Mais, ah ouais, ok, j'ai été touché. Donc en fait, c'est l'idée de revenir en arrière, comme si je rembobinais une cassette, et de se dire à quel moment ça a flotté, et à quel moment j'ai été touché, et qu'est-ce qui a fait que. Et ça m'aide beaucoup en tant qu'individu, mais en tant que coach. Et voilà, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus en formation. Parce qu'au final, dès que tu es surpris par les paroles d'une personne ou que tu n'es pas d'accord avec elle, tu pars dans un monologue intérieur, mais tu n'es plus capable de l'écouter, puisque le cerveau est monotache. Donc tu es là, et puis d'un coup, ah merde, qu'est-ce qu'elle a dit? Et puis là, ça y est, c'est fini. Et puis, tu réponds, mais tu es à côté de la plaque, ou tu donnes ton avis, grossièrement. Donc, ma résilience, je dirais qu'elle passe aujourd'hui par revenir en arrière et voir où est-ce que j'ai fauté, non pas pour me juger, mais juste pour se dire « Ah, tiens, je suis encore touché par ça aujourd'hui. Wow. Je pensais que j'en étais plus là. » ou voilà. Et ensuite, moi, la résilience, c'est l'action. C'est revenir aux sources. Et les sources, c'est aller courir, c'est aller courir. Ouais. C'est ton reset, aller en nature. Ouais. Souvent. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que la marche ou la course à pied amène, et c'est quasi systématique, c'est assez incroyable, une résilience naturelle, c'est-à-dire la capacité à accepter finalement les paroles de l'autre et lui dire « Ouais, elle a peut-être pas tout à fait raison, cette personne, pas tout à fait tort, pardon. C'est vrai que moi, j'ai été comme ça, j'ai eu une posture un peu agressive, ou et voilà, c'est peut-être l'oxygénation ou le... Mais en tout cas, il y a un sentiment d'apaisement et de... Voilà. L'action... Et le premier élément, d'aller analyser en fait, ça c'est un jeu, c'est pris comme un jeu. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? D'ailleurs, quand j'entraîne, c'est marrant de voir qu'à un moment donné, la faute à ce moment-là, elle est induite par « Ah mais le point comptait vraiment, était important à ce moment-là. » Je vais juste te donner un exemple, j'ai une nana en ultra-trail qui dit « Moi, la première partie de course, tout va bien, je suis hyper performante, je suis dans les premières et tout. Et quand j'arrive à la moitié de la course, alors là, pour moi, ça compte vraiment, maintenant.
et je me gaufre jusqu'à la fin. Et je regarde la montre tout le temps et c'est une catastrophe. Autrement dit, quand ça compte pas et quand elle est dans le jeu et dans l'idée de se faire confiance et que c'est léger, alors elle est performante. Quand ça compte pas, je suis performant. Et quand ça compte, je suis plus capable d'être performant. Mais c'est quand même fou. Ouais. Pas des trucs qu'on nous a mis à l'école, ça, enfin qu'on nous a mis. On a bien. Ouais. J'en sais rien, mais en tout cas, nous on appelle ça le syndrome du bon élève. Ouais. J'ai tout fait comme il fallait faire et je comprends pas, je performe pas. Ouais. Oui, mais la performance c'est bien plus beau que ça. Et c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Donc ça c'est intéressant. Il y a la notion, on en parlait tout à l'heure, du contrôle sur la vie et des attentes. Ouais. Il y a un philosophe, Sponville, qui explique que à partir du moment où on a un objectif de résultat, il s'accompagne toujours d'une attente. Je veux, donc je dois, donc je me tends. Je me tends parce qu'au final, l'attente, elle est toujours en lien avec la peur de ne pas arriver à l'objectif de résultat et de ne pas réussir cette attente. Et plus l'attente est grande, et plus la peur qui s'accompagne est grande. Sauf que tant qu'on a peur, tant qu'on est focalisé là-dessus, on est dans le faux. Et on ne peut pas atteindre, il dit, une cible en plein cœur. C'est voilà. Donc le job, c'est pour le coup, je fais mon job. Ok, si je dois respirer pour être calme, si je dois me détacher de ça et que je suis sur ma technique, etc., je fais le job. Au milieu, moi je dirais qu'il y a de la légèreté, qu'il y a du vide. Ou voilà. En tout cas, je ne fais pas de lien avec l'attente, avec je veux réussir et je fais. Voilà. Et là aujourd'hui, donc ça rejoint la philosophie des personnes qui veulent tout contrôler et qui sont bourrées d'attentes et qui ne performent pas et qui ne performeront jamais au plus haut niveau. Voilà. Ah, c'est passionnant. On va faire un documentaire spécifiquement sur le contrôle. Sur toi, sur ce que tu transmets. Donc la secret de résilience, et quels sont tes secrets, tes astuces de persévérance? L'espoir. En fait, moi c'est un peu particulier, mais j'ai pas besoin de faire beaucoup preuve de persévérance. Parce qu'à partir du moment où mes actions font sens, au final, pour moi, c'est pas ça la définition de la persévérance ou du courage. Pour moi, la définition de la persévérance ou du courage, c'est de devoir te lever le matin très tôt, de te taper des embouteillages, d'aller obéir à quelqu'un qui va te dire à quelle heure tu arrives, à quelle heure tu pars, quand est-ce que tu vas prendre tes vacances et comment tu dois travailler, et revenir le soir et de reproduire ça jour après jour. Là, pour moi, j'ai un immense respect et un immense honneur pour les personnes qui sont capables de faire ça. Moi, je vole en éclats, mais extrêmement rapidement. Ouais. Voilà. Il y a un lien à l'autorité là qui pour moi est parfois pas très sain, et c'est encore une fois faire passer l'action ou le job avant la personne. Et là, c'est super compliqué. Voilà, donc j'ai pas besoin de beaucoup de persévérance, à vrai dire. Ouais, comme je suis heureux de ce que je fais, cette notion-là, elle vient pas. Alors par le passé, j'ai persévéré tant que j'ai pu. Le secret, c'était l'ambition. J'ai une ambition démesurée, et par conséquent, rien ne pouvait bloquer ça et arrêter ça. Mais ça a quand même. Moi, j'ai démissionné des différents postes successifs. Aussi beau soit-il d'être entraîneur de la Ligue à La Réunion, d'être entraîneur, d'avoir un super contrat. Moi, j'ai balayé tout ça parce que c'est pas ça qui m'habite en fait. Donc, l'idée vraiment, j'ai persévéré. Voilà, l'ambition, faire réussir les gamins que j'entraînais,
Néanmoins, il y a un moment donné quand l'échec est présent ou quand j'y arrive plus, parce que le château s'écroule à un moment donné, parce que j'avais pas compris plein d'éléments, alors la persévérance, elle peut rien y faire. Mais je suis quand même allé loin. Voilà, mais aujourd'hui, non, je fais pas preuve de courage ni de persévérance. Je suis vraiment en phase. Aligné. Ouais, aligné, ouais. Ouais. Merci. Allez, les petites dernières, t'es prête? Qu'est-ce qui te ferait mourir avec le sourire? Bah, la réussite de mes enfants. Clairement. Nous, vraiment, on les accompagne pour qu'ils réalisent leurs rêves. C'est pas simple parce que j'ai eu une discussion là dernièrement avec eux en disant mes loulous, comme vous avez des ambitions assez élevées, voire très élevées, voire être les meilleurs au monde dans votre domaine, eh ben, ce n'est pas sans efforts, ce n'est pas sans confrontation avec soi-même, parce qu'au final, tu reproduis assez peu ce que tu fais, ce que tu sais faire, parce que sinon tu n'avances plus et tu ne grandis plus. Donc c'est toujours venir se confronter. Et ça, c'est une zone qui est inconfortable, qui est proche du doute, qui est proche de la notion de jugement de soi-même, d'estime de soi, de se faire confiance, d'échec, évidemment. Et je leur ai dit, mais c'est le prix à payer. Et l'essentiel est là. Vous aimez ce que vous faites et vous allez le faire le mieux possible et on vous met dans les conditions qui vous permettent, on pense, être les meilleurs et vous permettre de réussir. Néanmoins, le chemin est difficile. Mais c'est au prix d'accéder au sommet de la pyramide et d'une vie très riche avec des personnes, parce que plus on monte dans la pyramide, plus on rencontre des personnes qui ont travaillé sur elles-mêmes, qui ont des qualités, des forces et compétences importantes, des entraîneurs exigeants, etc., etc. Donc c'est un domaine de haute compétition, et envers soi-même et envers les autres. Donc c'est très riche et voilà, et en même temps très difficile. Donc voilà, c'est le chemin qu'ils ont choisi pour l'instant. Et voilà, et pour revenir à ta question, ouais, c'est de les voir réussir dans leur domaine de prédilection. Voilà. Et derrière le mot réussite, tu mettrais quoi pour tes enfants? Pareil, tu l'as dit tout à l'heure, mais là, ce qui te ferait de les voir réussir, c'est ce qui te donnerait le sourire. Qu'ils puissent atteindre. J'ai banni de mon vocabulaire les mots objectifs et les rêves qui se sont fixés. Les rêves qui se sont fixés, et que le chemin puisse être le moins traumatisant possible. Mais là, on le voit, hein, on le voit à haut niveau avec là dans le domaine du tennis, des joueurs qui sont très impactés. La vie sur le circuit est difficile. Donc c'est voilà. Donc le chemin le plus beau possible ou le moins traumatisant possible, mais voilà, avec la réussite de la fin de leur chemin, là où ils se sont fixés. Le rêve. Okay. Et la dernière, est-ce que tu aurais un message pour le monde, pour les futures générations? Prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, prendre soin, on parlait de l'interconnexion tout à l'heure, être capable de se mettre à la place de ceux qu'on va impacter et de prendre des décisions et faire des choix aussi en tenant compte de ce paramètre. C'est ne jamais perdre le lien avec la nature, qui est vraiment une source d'inspiration et de résilience importante, je trouve.
de choisir leur entourage en fonction des valeurs et des convictions semblables et qui les rapprochent. Voilà, pour moi aujourd'hui, c'est un devoir d'être épanoui, parce que sinon on fait pas grandir le monde, c'est difficile. Et pour l'entourage proche et du coup pour le monde. Donc voilà. Mon message. Eh ben merci. Eh ben merci à toi. Et comment tu vas? Très Comment bien. t'as vécu ce moment? Bah, je l'ai très bien vécu. Est-ce que tu rajouterais une question qui te semblerait importante? Une question importante? Ouais. Et si demain était ton dernier jour, tu ferais quoi aujourd'hui? Super. On l'ajoutera. Merci à toi.